La recherche médicale, un domaine d'études bien précis dont l'objectif est d'aboutir à la création de traitements sous plusieurs formes, le sérum, les médicaments, les antibiotiques ou le vaccin. Le vaccin, ce mot a lourde connotation aujourd'hui en cette période de pandémie qui nous oblige à nous plonger dans l'explication d'un processus de recherche assez complexe. Nous tenterons aussi dans cette émission d'analyser les forces et les faiblesses de notre système de santé ici au Sénégal. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par deux experts du domaine de la santé. Nous avons d'abord Dr Moussa Diédhiou. Dr Diédhiou, comment allez-vous? Ça va, Sophia. Merci d'être là avec nous pour cette émission assez spéciale. Dr Diédhiou, vous êtes enseignant en pharmacologie à l'Institut de formation académique des métiers de la santé. Vous avez aussi réalisé une thèse de doctorat d'État en pharmacie et vous êtes évaluateur et membre du jury aux examens de validation de stage aux étudiants en Master 2 de pharmacie. Pharmacie, oui, effectivement. C'est bien ça? Parfait. Nous avons aussi à nos côtés M. Brahman Touré. M. Touré, bonjour. Bonjour Sophia, comment vous allez? Vous allez bien? Bien, bien, merci. Parfait. Alors, vous êtes infirmier d'État depuis 2013. Ouais. Vous êtes aussi responsable de la filière santé, ou vous étiez plutôt responsable de la filière santé au groupe L Santé. Parfait. Vous êtes dans le domaine de la gouvernance hospitalière et vous êtes aujourd'hui directeur de votre propre école, c'est bien ça? Parfait. IFAMS. IFAM, ce groupe Institut de formation académique des métiers de la santé. Parfait, parfait, Monsieur Touré. J'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, Dr Diédhiou, aujourd'hui, l'heure et la question est au vaccin. Oui, spécialement ce vaccin anti-Covid qui nous fait beaucoup réfléchir. J'aimerais vous demander directement, quand on parle de processus de développer et de mettre sur le marché un vaccin, d'une manière générale, c'est un processus de longue haleine. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce processus, comment est-ce qu'il se place et combien de temps ça prend en général? Bon, effectivement, Sophia, comme vous l'aviez tantôt dit, c'est un processus qui est complexe. Et je pense qu'avant d'expliquer le processus comme vous l'aviez demandé, je pense qu'il est bien beau d'éclaircir sur certaines notions, notamment la notion de vaccin, pour permettre à la population de mieux comprendre qu'est-ce qu'un vaccin avant maintenant de passer au processus de fabrication. Tout à fait. Effectivement, un vaccin, comme vous l'entendez dans votre introduction, vous avez parlé de médicaments comme antibiotiques, on les utilise à titre curatif, c'est pour soigner les maladies. Et maintenant, quand on parle de notion de vaccin, c'est juste pour prévenir une maladie. Donc, un vaccin, par définition, c'est une préparation biologique qui contient des microbes, entre guillemets, des virus, des bactéries et autres, qu'on maintenant atténue. Quand on parle d'atténuer, c'est surtout tuer la bactérie ou bien le virus, et maintenant pour l'introduire dans l'organisme du corps humain, pour permettre maintenant au corps humain de développer une réaction qui est immunitaire. Soit on va inactiver le virus ou bien la bactérie, c'est-à-dire en ce niveau maintenant on prend une portion du virus ou bien de la bactérie qu'on va aussi introduire toujours dans le corps humain, mais en ce moment-là, cette petite portion du virus ou bien de la bactérie ne peut pas se multiplier, mais par contre, notre organisme pourra développer des anticorps face maintenant à cette maladie. Donc, ça nous revient aussi à étaler, comme vous l'avez tantôt dit maintenant, le processus, comment on parvient à réaliser tout ça, depuis maintenant la découverte jusqu'à maintenant la commercialisation du vaccin, puisque nous avions eu pas mal de débats en ce qui concerne du vaccin contre maintenant le Covid-2019. Donc à ce niveau, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser un vaccin depuis la découverte qu'elle a mise sur le marché. La première étape, on l'appelle surtout le criblage. Quand on parle de criblage, c'est-à-dire c'est la sélection du vaccin candidat, c'est-à-dire des vaccins qu'on pense pouvoir agir pour lutter contre maintenant cette maladie. Ça, c'est la première étape. C'est très important parce que à ce niveau, on va sélectionner des lots de vaccins. Vous-même, vous l'avez tantôt entendu au début du Covid, qu'il y avait pratiquement 145 pays ou bien même 150 qui faisaient des recherches pour trouver des vaccins. Et au finish, on se retrouve avec trois pratiquement qui sont homologués par l'OMS. Donc, cela étant dit, c'est juste pour vous dire que maintenant, on va
sélectionner tout un tas de lots de vaccins qu'on va étudier et qu'il y aura des abandons en cours de route. Ça, c'est la première étape, c'est la sélection des vaccins candidats. Maintenant, la deuxième étape, c'est-à-dire ce qu'on appelle les études précliniques. Quand on parle d'études précliniques, c'est des études qui vont être menées au niveau des animaux de laboratoire, comme les souris, les rats et un autre animal qu'on appelle le hamster doré. On va étudier surtout la toxicologie des vaccins au niveau de ces animaux, la pharmacocinétique des vaccins au niveau de ces animaux, mais aussi la pharmacologie des vaccins au niveau de ces animaux. C'est maintenant, quand on parvient à réunir un certain nombre de connaissances face à ces vaccins, c'est en ce moment-là qu'on va passer maintenant aux troisième étape qu'on appelle maintenant les études cliniques. Ces études cliniques, maintenant, on les réalise chez l'homme. Et que maintenant, ces études cliniques chez l'homme ont lieu et peut-être on a eu à subdiviser en 4 phases. D'abord, la phase 1, qu'on va surtout étudier l'innocuité des vaccins au niveau de l'homme. L'innocuité, quand vous dites innocuité, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, quand on parle d'innocuité, c'est éventuellement, est-ce qu'il n'y aura pas d'éventuels effets indésirables néfastes pour l'homme? Okay. C'est ce qu'on parle d'innocuité. Ensuite, à ce moment, on va en même temps étudier la tolérance du vaccin, c'est-à-dire comment l'organisme se comporte face à ce vaccin qui est candidat, parce que c'est toujours un vaccin candidat. Ensuite, maintenant, on va surtout étudier l'immunité du vaccin, c'est est-ce que le vaccin est capable d'engendrer une réaction immunitaire. Ça, c'est la phase 1. Maintenant, la deuxième phase, on l'a subdivisée en 2 phases. La phase 2A et la phase 2B. La phase 2A, on va toujours continuer à étudier l'immunité du vaccin, ça on parle l'immunosité du vaccin et plus maintenant le dosage. Ensuite, maintenant, on va toujours continuer à étudier la tolérance du vaccin. Ensuite, voir l'innocuité. On va toujours continuer à étudier l'innocuité du vaccin. Ensuite, la phase 2B, parce qu'il y a 2A, 2B maintenant, qu'est-ce qu'on recherche là-bas surtout? On va essayer de voir est-ce que cette réaction immunitaire est de longue durée. Est-ce que le vaccin qu'on a créé peut donner une réaction immunitaire de longue durée? En ce moment-là aussi, on va essayer d'étudier quelle dose administrer à ces personnes, la fréquence de la dose, etc. etc. Ouais. En vous entendant, on sait déjà que c'est un processus très méticuleux, en tout cas. Et je pense vous pourrez nous expliquer la fin de ce processus tout à l'heure. Et je reviendrai voilà, vous donner même le nombre d'années. Parce que la première phase, si c'est pour revenir un peu en arrière, la première phase qu'on appelle la phase 1, souvent c'est 1 à 2 ans. D'accord. C'est une phase qui doit durer normalement 1 à 2 ans. Mais là, la deuxième phase qu'on appelle phase 2A, là, cette phase aussi dure 1 à 2 ans. La deuxième phase aussi appelée phase 2B, cette phase normalement doit durer 2 à 5 ans. Wow. Maintenant, la phase 3, c'est cette phase qu'on va étudier maintenant l'efficacité du vaccin, mais aussi ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Cette phase dure normalement 3 à 5 ans. On est facilement dans les 10 ans, là. La durée moyenne pour un vaccin, normalement, c'est 12 ans. D'accord. Avant qu'il soit efficace et qu'on puisse... avant que le vaccin soit mis sur le marché. Mais il arrive qu'on trouve des vaccins dont peut-être la durée est de moins de 12 ans. Mais quand je parle de moyenne, on peut avoir moins de 12 ans que plus de 12 ans. Mais la moyenne, c'est 12 ans. Parce que quand nous prenons l'exemple du vaccin contre Ebola, ils ont fait 5 ans. D'accord. Le vaccin contre les papillomavirus, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine du cancer du col de l'utérus, oui. C'est à 16 ans. 16 ans. Et quand nous prenons l'exemple du vaccin contre la varicelle et même la grippe, c'est 30 ans. J'avais tantôt parlé de l'efficacité du vaccin et le rapport bénéfice-risque. Oui. Quand on parle de rapport bénéfice-risque, on va essayer d'étudier le voir. Est-ce que ce vaccin qu'on a découvert, c'est bien, ça soigne? Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires qui sont néfastes pour l'être humain? Et maintenant, quand on étudie ce rapport bénéfice-risque, c'est à ce moment-là maintenant que le fabricant pourra soumettre maintenant aux autorités de contrôle une demande de mise sur le marché du produit, ce qu'on appelle AM. L'autorisation de mise sur le produit, l'autorisation de mise sur le marché du produit, on l'appelle aussi visa. Bon, exemple, le visa pour les États-Unis, si vous voulez. Donc, voilà en gros, maintenant, les différentes étapes de fabrication d'un vaccin, ou bien même un médicament, entre guillemets. Et que maintenant, la dernière phase, c'est une phase qui n'a pas de durée, ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est pour
contrôler maintenant les effets du médicament qui est sur le marché. Tant que le médicament est sur le marché, cette phase est toujours en cours. Oui, tout ça à fait. permet aux consommateurs du médicament, au personnel soignant, de pouvoir déclarer éventuellement des effets indésirables qui ne sont pas mentionnés à l'intérieur de la notice du médicament. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. D'accord. On va remettre tout ce processus-là en contexte tout à l'heure. Je pense qu'il est nécessaire de le faire aujourd'hui à l'aube du vaccin de la Covid-19. Mais avant cela, Monsieur Touré, vous qui êtes dans le domaine de la gouvernance hospitalière, j'aimerais que vous nous dressiez un petit peu un tableau du système de santé sénégalais. Quand je dis dresser un tableau, c'est peut-être un résumé de l'historique de notre système de santé et de nous parler un peu de nos forces et de nos faiblesses en matière médicale ici au Sénégal. Merci Sophia. Et avant de commencer d'abord, ou bien avant de vous répondre, j'ai le plaisir de vous remercier de m'avoir invité ici. Je salue au passage les téléspectateurs de votre télévision. Et maintenant, pour vous répondre sur votre question, maintenant, il faut comprendre que le système de santé du Sénégal trouve ses fondamentaux depuis l'apparition des soins de santé primaire. Ce sont les SSP. Donc, les soins de santé primaire, c'est quoi? C'est une stratégie internationale en matière de santé élaborée depuis 1978 à Alma-Ata. Donc, c'était une conférence qui parlait de la situation sanitaire mondiale en matière de santé. C'est-à-dire la question principale, c'était quoi? Et comment on va faire pour que les populations puissent avoir une santé durable d'ici l'an 2000. Donc, raison pour laquelle, je peux vous énumérer 3 problématiques. Maintenant, parmi ces 3 problématiques, la première problématique, c'était quoi? On avait vu qu'il y a non-accessibilité des soins sur le plan économique, mais aussi sur le plan géographique. Donc, la deuxième problématique, c'était quoi? On avait ce qu'on appelle une faible participation des populations. La troisième problématique, c'est quoi? On avait vu qu'il y avait une concentration excessive des infrastructures de santé dans les zones urbaines au détriment des zones rurales. Donc, c'était en 1978. Donc, le rendez-vous a été lancé. C'était quoi? C'est-à-dire d'ici l'an 2000, comment on va faire pour que les populations puissent avoir une santé durable? Donc, il fallait mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, ce n'est rien d'autre que les soins de santé primaire. Maintenant, le Sénégal s'est engagé pour cette stratégie qui sont les soins de santé primaire. Donc, c'était en 1979, le Sénégal a fait ce qu'on appelle une phase test avant de faire ce qu'on appelle une généralisation en 1980. Donc là, on peut voir peut-être plus ou moins la naissance du système de santé, pourvu qu'au début, on avait ce qu'on appelle le poste médical. Mais avec l'apparition des soins de santé primaire, le poste médical laisse sa place au poste de santé et ensuite la circonscription médicale laisse sa place au district de santé. Maintenant, pour vous faire en termes de cartographie le système de santé du Sénégal, donc le système est sous forme pyramidale. Donc c'est sous forme pyramidale. Donc au sommet, on a ce qu'on appelle le niveau central. À l'intermédiaire, on a ce qu'on appelle le niveau régional et à la base, on a le niveau périphérique. Maintenant, le niveau central, c'est quoi? Ce sont les cabinets du ministère et ses services rattachés. Donc, le niveau intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le niveau régional, c'est-à-dire la région médicale. Maintenant, au niveau du moins périphérique, on a ce qu'on appelle le district de santé qui polarise des centres de santé, des postes de santé. Mais il faut voir aussi que depuis la naissance des soins de santé primaire, il y a l'apparition de nouvelles structures de santé telles que les cases de santé et les maternités rurales et aussi la création des corps de santé tels que l'infirmier chef de poste qui travaille au niveau des postes de santé. Maintenant, pour avancer aussi, il faudra comprendre que chaque structure ou bien chaque palier a ce qu'on appelle ses missions et ses responsabilités qui lui sont propres. Donc il faut voir au niveau, par exemple, central, on a ce qu'on appelle les CHU, ce sont les centres hospitaliers universitaires. Au niveau intermédiaire, on a ce qu'on appelle la région médicale. Maintenant, à la base, on a ce qu'on appelle le district, les centres de santé, les postes de santé, les cases de santé et les maternités rurales. Maintenant, il faut voir aussi que la porte d'entrée des soins de santé primaire se trouve au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des postes de santé. Donc maintenant, pour voir le système de santé du Sénégal, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que ce système-là a ce qu'on appelle des fondamentaux. C'est-à-dire comment on va faire pour que le système marche. Donc il faut privilégier ce qu'on appelle la gouvernance c'est-à-dire locale, c'est-à-dire comment on va décliner les activités en matière de santé au niveau local.
Au-delà de ça, il faut penser aussi à ce qu'on appelle le partenariat public-privé, mais aussi comment on va faire pour promouvoir les soins de santé primaires. Donc voilà en somme ce qu'on appelle la cartographie du système de santé au Sénégal. Au Sénégal, parfait. Ouais. Une très belle cartographie, très bien expliquée, Monsieur Touré, merci pour ça. Docteur Diédhiou, tout à l'heure, vous nous avez dit, alors en moyenne 12 ans pour un vaccin, pour la circulation d'un vaccin, pour la fabrication et le processus, il faut compter en moyenne 12 ans. La pandémie Covid-19 est très particulière. Elle est née en 2019, donc d'où son nom en fin d'année 2019. Nous sommes en 2021, ce qui fait moins de 2 ans, disons 1 an et quelques mois, et le vaccin est en train d'être mis en place. Donnez-nous votre ressenti par rapport à ça et comment est-ce qu'on peut comprendre que cela a pris 1 an et quelques mois pour la circulation d'un vaccin, alors qu'en moyenne, ça doit prendre 12 ans. Bon, ce qu'il faut retenir sur ce vaccin contre le Covid, bon, c'est un vaccin qui n'a pas d'agent infectieux. Parce que tantôt quand j'ai donné la définition du vaccin, c'est des produits qui sont faits à base de micro-organismes, c'est-à-dire bactéries et virus. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, on l'appelle vaccin à ARN messager. En réalité, c'est une sorte de particule qu'on a créée avec la génie génétique qui va coder pour la protéine S du coronavirus. C'est l'ensemble de ces protéines S qui forment maintenant la couronne qui va se fixer au niveau des cellules. Donc, d'après leurs explications, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de faire la culture de ces bactéries, ils n'ont pas besoin d'extraire, ils n'ont pas besoin de purifier ces bactéries, ils n'ont pas besoin quoi que ce soit. Donc, c'est toutes ces explications qu'ils ont eu à expliquer pour dire que maintenant, le processus sera rapide. Mais à mon niveau, il y a des étapes qui ont été sautées. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de cultiver des bactéries pour former ce qu'on appelle la banque de données. Ça, c'est une étape qu'ils ont sautée. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'inactiver les virus au laboratoire. Parce que pour atténuer un virus, c'est au laboratoire avec des procédés qui sont chimiques ou physiques. Mais eux, ils n'ont pas besoin de cette étape. Tout ça, c'est des explications qui ont fait qu'ils ont dit que cette étape va être rapide. Mais à mon niveau, là où je ne suis pas d'accord avec eux, de toute façon, même s'ils ont sauté ces étapes, mais il y a, en termes de durée, quand nous avions parlé de l'innocuité, c'est 1 à 2 ans. Ouais. Normalement, ils pouvaient respecter les 1 à 2 ans pour voir maintenant, en termes d'innocuité, le vaccin qu'ils sont en train de créer. Quand on parle de la phase 2A, toujours c'est 1 à 2 ans, ils pouvaient respecter 1 an ou 2 ans pour voir est-ce que maintenant il faut valider le principe. Au moins cette phase-là, elle aurait dû être respectée. Et toutes ces phases auraient dû être respectées en termes de processus normal. La phase qu'on appelle rapport bénéfice-risque, ça arrive la 3e phase qui doit durer 3 à 5 ans, au moins il faut faire 3 ans. Parce que nous, ce qu'on comprend en termes d'effets secondaires, il y a ce qu'on appelle les effets secondaires à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est-à-dire d'autres effets peuvent paraître d'ici 5 à 10 ans. On ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, ils sont basés sur des effets secondaires à court terme. Et pour évaluer maintenant l'efficacité de leur vaccin. Et d'ailleurs, peut-être avec l'autre question, je vais essayer de parler ce qui a amené la différence, les tests avec l'autre vaccin. Donc voilà en gros mon point de vue par rapport à cette rapidité de la fabrication du vaccin qui a duré 9 mois, parce qu'avec les étapes qu'ils ont sautées, ils ont dit qu'ils n'en ont pas besoin de ces étapes, donc ils sont allés directement à la phase 1, 2 et 3. Et maintenant, même ces phases, ils auraient dû respecter leur durée moyenne. Quand on te demande 2 à 3 ans, au moins faire 2 ans. Au moins, tu fais 2 ans ou 2 ans et demi. Ouais, en tout cas, c'est une opinion remplie de franchise. Merci pour cela, docteur Diédhiou. Monsieur Touré, vous êtes donc directeur d'une école, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, de la formation et de la raison pour laquelle vous avez décidé d'être à la tête d'une école qui forme justement les infirmiers et les sages-femmes? Oui, Sophia, et je vais vous répondre sur ça parce que c'est une question qui me plaide beaucoup parce que à chaque fois, les gens me posent la question, mais écoute, monsieur Touré, pourquoi tu n'es pas un infirmier pratiquant? Bon, mais avant de vous répondre sur ça, juste pour ajouter qu'au niveau du système de santé, parce que vous m'avez dit de voir les forces et les faiblesses, donc il faudra analyser en termes de forces et de faiblesses du système de santé en tenant compte de certaines rubriques.
tels que ce qu'on appelle la formation, parce que la formation fait partie du système de santé. Il faut voir aussi le financement. Le financement fait partie du système de santé, mais hormis le financement, il faut voir aussi ce qu'on appelle la réglementation. Après la réglementation, bon, il faut voir l'offre et la demande. C'est-à-dire l'offre, c'est-à-dire ceux qui ont ce qu'on appelle la politique en termes de santé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour établir ce qu'on appelle des structures de santé ou bien pour répondre à la demande des populations. Et que aussi la demande des populations, ce n'est rien d'autre que des demandes liées à ce qu'on appelle des prestations de soins. Donc ça, c'est pour compléter ce qu'on appelle le système de santé. Maintenant, pour répondre à votre question en ce qui concerne la formation des infirmiers et sages-femmes d'État, donc moi, je suis un infirmier non pratiquant. Pourquoi? Parce que j'étais un jeune infirmier depuis 2013. Donc, je faisais des stages dans un hôpital. Donc, j'ai vu que la façon dont les infirmiers travaillaient avec peut-être les autres corps de santé, bon, ça ne me plaisait pas. J'ai posé une question à savoir, et ce profil-là, il faut avoir une démarche de qualité. C'est-à-dire il faut véritablement et que cette formation repose évidemment sur des évidences scientifiques. Donc, je me suis dit que bon, je vais laisser l'aspect pratique, mais je vais faire des études supérieures. Bon, pour ne pas faire la publicité, bon, j'ai fait des études supérieures. En ce qui concerne des masters, j'ai fait un master dans le domaine du management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et je me rappelle que le premier mémoire que j'ai écrit, c'est quoi? La qualité de la formation des infirmiers et sages-femmes d'État au Sénégal. Et ensuite, je me suis lancé sur un autre master qui est le master management des projets. C'était quoi? Le but, c'était de revenir, non pas pour travailler, mais de créer une école de formation qui va certainement produire des infirmiers qui vont répondre les normes qualité pour pouvoir aussi participer dans la prise en charge des problèmes de santé des populations. Donc c'était ça. Maintenant, en ce qui concerne la formation des infirmiers et sages-femmes d'État, il faut voir que cette formation-là, c'est une formation qui repose non seulement sur des évidences scientifiques, mais c'est une formation qu'on doit booster. Pourquoi? Parce que les infirmiers et les sages-femmes d'État représentent un élément ou bien un taux assez significatif du système de santé au Sénégal. Donc il y a plusieurs rubriques que l'on doit pousser, que l'on doit mettre en œuvre pour pouvoir avoir un produit conforme. C'est-à-dire au niveau des écoles de formation. C'est-à-dire il faudra d'abord voir est-ce que l'école est apte pour organiser ce qu'on appelle ces types de formation sur le plan infrastructure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la disposition des salles, le nombre des étudiants, parce que aussi il ne faut pas avoir par exemple une salle de classe de 100 étudiants ou bien de 150 étudiants. Ça, c'est pas conforme. Donc il faut voir ça maintenant. Hormis ça, il faut voir ce qu'on appelle l'aspect pédagogique. C'est-à-dire qui forme les infirmiers d'État. C'est une question. Qui forme les infirmiers d'État? Parce que bon, la plupart des formateurs, ce sont les infirmiers d'État. Ce sont les infirmiers d'État qui forment les infirmiers d'État. Donc la question que je pose souvent, c'est quoi? Comment un infirmier d'État qui avait le BFM peut former ce qu'on appelle un infirmier d'État qui a son premier diplôme universitaire? Ça, c'est une question fondamentale que je pose souvent. Et la réponse me paraît un peu bizarre parce que est-ce que l'enseignant aura ce qu'on appelle la pédagogie nécessaire pour véhiculer ce qu'on appelle un enseignement de qualité? Ça, c'est une problématique. Tout à fait. Maintenant, au niveau aussi, même à l'interne, sur le plan pédagogique, c'est-à-dire qui gère l'école? Qui gère l'école? Parce que vous voyez souvent les dirigeants de ces écoles de formation, ce sont des ingénieurs, ce sont des informaticiens, bref, bon, ce sont des gens qui évoluent dans d'autres secteurs, qui veulent venir ouvrir des écoles de formation, alors que ça, ce n'est pas conforme. Vous ne pouvez pas former Sophia, vous ne pouvez pas me former en termes de santé, alors que vous n'êtes pas un personnel de santé. Tout à fait. Donc, il faut, raison pour laquelle même le ministère vous demande, il faut avoir un directeur technique, c'est-à-dire un directeur qui a au moins un diplôme de technicien supérieur en la matière. Mais le problème, c'est quoi? Bon, on peut chercher ça, mais en réalité, bon, au niveau interne, est-ce que ce directeur-là, il est toujours permanent pour pouvoir suivre les étudiants? Maintenant, autre chose aussi à noter, c'est ce qu'on appelle les enseignants permanents. C'est-à-dire, dans la logique d'ouvrir une école de formation, on vous demande des préalables. C'est-à-dire, il faut avoir ce qu'on appelle des ressources humaines, surtout des enseignants permanents. Mais vous voyez souvent, dans certaines écoles où il n'y a pas d'enseignants permanents, bon, s'il n'y a pas d'enseignants permanents, mais qui va coacher les étudiants, ça c'est un problème. Vous savez, la formation des infirmiers et sages-femmes d'État, ce n'est pas seulement une formation théorique. C'est une formation aussi
de l'autre côté, c'est une formation pratique. Tout à fait. Je pense qu'on pourra développer justement l'aspect pratique, l'aspect pratique tout à l'heure. Juste avant ça, j'aimerais donner quelques chiffres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dr Diédhiou, qu'on voudrait analyser et comprendre, parce que lorsque cela concerne justement le vaccin de la Covid-19 ou ceux en tout cas qui ont été validés par l'OMS, il y a différents chiffres qui ont été donnés en ce qui concerne les taux d'efficacité. Estimé pour certains à 50 à 75% et pour d'autres à 90 et 95%. Donc les 90 et 95%, c'est plus pour les vaccins venant des États-Unis, comme Pfizer et Moderna, alors que pour le vaccin qui nous vient de la Chine, oui, c'est plus 50 et 75%. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, les taux d'efficacité, les chiffres qu'on nous donne, et comment on doit les interpréter? Bon, effectivement, je pense que ça serait un peu difficile de faire une comparaison des vaccins dont les études ont été menées dans des endroits qui sont différents. Parce que le problème qui s'est posé, quand nous prenons l'exemple du vaccin de la Chine, qui était évalué à 70%, mais quand ils sont allés au Brésil pour le tester, ils se sont retrouvés avec 50%. Donc, c'est pour vous dire qu'un vaccin peut varier d'un milieu à l'autre. Maintenant, le problème entre le vaccin de Moderna et Pfizer par rapport au vaccin de la Chine, les critères qui ont été utilisés pour évaluer l'efficacité du vaccin ne sont pas les mêmes. En termes d'échantillonnage, la population d'études aussi est différente. Donc ça, c'est des raisons qui ont fait qu'on ne peut pas avoir un même taux d'efficacité. Parce que quand nous prenons l'exemple du vaccin de la Chine, dans leur étude pour évaluer l'efficacité du vaccin, ils ont introduit ce qu'on appelle les personnes asymptomatiques. Plus les personnes qui ont des symptômes. Quand nous prenons le vaccin de Pfizer et de Moderna, ils ont évalué leur vaccin uniquement en fonction des personnes qui avaient le symptôme de la maladie. Donc là, déjà, c'est un problème. On ne peut pas avoir le même pourcentage en termes d'efficacité de ces vaccins. Ce qui fait que ça serait un peu difficile. Du moment que les lieux ne sont pas les mêmes, les critères d'évaluation de l'efficacité des vaccins ne sont pas les mêmes. L'échantillonnage, quand on parle d'échantillonnage, c'est le nombre de personnes utilisées pour faire le test. Ne sont pas les mêmes. Pfizer a utilisé le placebo plus Moderna. Quand on parle de placebo, c'est en principe, on prend un médicament entre guillemets qui n'a pas de principe actif. Normalement, quand on fait une étude, l'administrateur, c'est-à-dire le médecin qui va donner les médicaments, ne va pas connaître la nature du médicament. Les patients qui reçoivent les médicaments ne doivent pas aussi connaître la nature du médicament. Pour ne pas influencer les résultats. On injecte l'autre, mais celui-là ne sait pas si c'est le vrai vaccin ou bien si c'est le placebo. Toi aussi, c'est pareil. Moi qui injecte, c'est pareil, je ne vais pas connaître la nature. Exactement. Par contre, quand nous prenons la Chine, ils n'ont pas utilisé de placebo, mais ils ont utilisé deux groupes, où l'autre groupe a utilisé la moitié de l'injection, ensuite en deuxième dose, une dose pleine. L'autre groupe a utilisé une dose pleine, en deuxième dose, une dose pleine. Donc c'est là où ils ont évalué maintenant l'efficacité de leur vaccin en prenant en compte les personnes qui ont des symptômes et des personnes qui sont asymptomatiques. Par contre, les deux autres ont utilisé des placebos, mais aussi toujours dans l'étude des critères d'efficacité de leur vaccin, ils n'ont pas introduit les personnes qui sont asymptomatiques. Des méthodes très différentes. C'est des méthodes qui sont très différentes, ce qui fait qu'on ne peut pas, à ce niveau, évaluer, comparer ces chiffres. Et d'ailleurs même, rien ne nous prouve que quand on amène ici le vaccin de Pfizer, on aura les 95%, peut-être on aura 50%. Oui, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, ce voyage des vaccins. Avant cela, vous nous avez parlé donc de la formation d'une manière théorique et d'une manière pratique. Monsieur Touré, j'aimerais que vous approfondissiez un petit peu en revenant sur les critères à respecter et à suivre pour offrir un apprentissage de qualité en fait et assurer l'efficacité du personnel de santé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les critères pour booster les performances en termes de formation des infirmiers et sages-femmes d'État, donc ça remonte d'abord sur ce qu'on appelle l'harmonisation des curricula de formation. C'est-à-dire pour former aussi un infirmier d'État ou bien une sage-femme d'État, donc là-bas c'est un programme.
Raison pour laquelle même en 2009, l'OAS, Organisation Ouest-Africaine de la Santé, a défini un programme. C'est-à-dire c'est un programme qui est harmonisé dans l'espace ouest-africain pour la santé. Donc ça, c'est un élément qui est phare, qui certainement va essayer de booster en ce qui concerne la formation des infirmiers et sages-femmes d'État. Maintenant, l'autre rubrique, c'est quoi? J'ai parlé tout à l'heure des cours théoriques. Donc ça, c'est une rubrique. C'est-à-dire le programme, si le programme est là, exactement, qui va enseigner le programme? Ça, c'est une question fondamentale qu'on pose souvent. C'est un critère. Pourquoi? Parce qu'il y a des infirmiers qui enseignent, mais aussi les spécialités, ce sont les médecins, des pharmaciens comme Dr Diédiou qui enseignent. Mais il faut voir d'abord, parce que pratiquement la formation des infirmiers, et 60% des modules, ce sont des modules de soins infirmiers ou bien des modules, ce qu'on appelle des modules de soins obstétricaux liés à la sage-femme d'État. Donc il faut voir un infirmier d'État qui a les compétences pour enseigner, ou bien une sage-femme d'État qui a véritablement les compétences pour enseigner. Raison pour laquelle même les recommandations de l'OAS dit qu'au minimum pour enseigner dans une école de formation des infirmiers et sages-femmes d'État, il faut avoir le master. Il faut avoir le master, c'est vrai. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, un infirmier d'État, parce qu'avant 2009, le niveau c'était BFM. Il faut avoir BFM pour faire la formation infirmier d'État. Maintenant, posons la question. Si par exemple, un infirmier d'État diplômé avant 2009 avec BFM, qui veut venir actuellement enseigner un étudiant qui a son premier diplôme universitaire, il y a un problème c'est un dilemme. de niveau. Maintenant, l'autre chose, c'est la pratique. Parce que la rubrique pratique occupe une place qui est incontournable dans cette formation. Parce que pourquoi? Parce que je me rappelle que j'ai assisté à un séminaire où une sage-femme d'État disait que, parce qu'on l'a affectée dans une maternité, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle n'a jamais fait d'accouchement. Et pourtant, elle a eu son diplôme d'État. Et elle n'a jamais fait d'accouchement. Mais c'est vrai. Parce que vous pouvez être dans une école de formation, mais la rubrique stage n'est pas favorisée. Bon, l'étudiante du moins, fait uniquement les cours théoriques. Bon, à la limite, peut-être c'est à elle de débrouiller de faire des stages. Mais imagine une étudiante, une sage-femme d'État qui est diplômée d'État, mais qui n'a pas eu l'occasion de faire un accouchement. C'est catastrophique. Tout à fait. Maintenant, cette pratique-là, non seulement à l'école, parce que normalement, une école doit disposer de ce qu'on appelle une salle de pratique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement, peut-être pas catastrophique, mais bizarre du moins. Mais voyons aussi les stages, non seulement à l'école, mais au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que vous pouvez gérer une école de formation, le moment est venu pour que les étudiants vont faire des stages, mais vous les ventilez comme ça au niveau des hôpitaux. Alors que il n'y a pas ce qu'on appelle une collaboration entre l'école et les hôpitaux. Et s'il n'y a pas une collaboration entre l'école et les hôpitaux, mais est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle un suivi-évaluation de nos produits? Raison pour laquelle nous, on forme des étudiants en tenant compte des programmes que le ministère nous a donnés, mais ce qu'on appelle le suivi en milieu hospitalier, c'est un problème. Pourquoi? Parce que les encadreurs de terrain ne connaissent pas le rythme de l'école, ne connaissent pas ce qu'on appelle le programme, même les objectifs de stage. Donc il va falloir faire quoi? Il va falloir aussi travailler davantage sur cette collaboration pour partager avec les hôpitaux, avec les encadreurs de terrain sur ce qu'on appelle les objectifs de stage. Pourquoi? Parce que cette formation-là aussi a besoin de ce qu'on appelle d'une démarche de qualité. Et qui parle de démarche de qualité parlera forcément de ce qu'on appelle du suivi-évaluation. Mais comment peut-on ventiler un étudiant pendant 3 mois de stage alors qu'il n'y a pas un suivi-évaluation? Donc, si je résume bien, la pratique, c'est un élément qui est fondamental. Mais aujourd'hui, si on analyse dans tous ces angles, on voit nettement qu'il y a des manquements. Il y a des manquements, il y a beaucoup de manquements auxquels il faut pallier. J'aimerais revenir avec vous, Dr Diédiou, justement sur l'aspect de milieux différents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent entraîner différents résultats. Et un aspect très important quand on parle du vaccin anti-Covid-19, c'est l'aspect conservation. Parce que d'après l'information que nous avons reçue, le vaccin ne peut se conserver qu'à un certain degré. Donc on se pose la question, lorsque le vaccin va arriver au Sénégal, normalement, selon les dires du ministère de la Santé, durant le mois de mars, ce qui est très bientôt,
Comment est-ce que nous, au Sénégal, on conserve ce vaccin-là quand ce sont des températures auxquelles nous n'avons pas forcément accès, dans des conservations qu'on n'a pas forcément? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, pour répondre à cette question, c'est revenir sur le transport, les moyens de transport, de conservation. Effectivement, quand nous prenons 15 jours en arrière, le Sénégal n'était pas apte à abriter le vaccin de Pfizer. Les températures étaient négatives et très basses, moins 80, moins 110 degrés. Alors ici, au niveau de la PNA, on n'avait pas ces chambres froides qui pouvaient contenir ces vaccins. Donc on n'a pas cette logistique. Par contre, pour d'autres où il y a 2 à 8 degrés, là, c'est des températures qui sont positives. Je pense qu'au niveau de la PNA, on peut concevoir et on peut stocker ces vaccins. Maintenant, l'avantage peut-être pour nos États, puisque l'OMS a homologuer ces vaccins, il pourra aider les pays pauvres qui n'ont pas certainement des moyens pour le stockage, d'avoir les chambres fortes pour pouvoir stocker et éventuellement transporter ces vaccins. C'est ça même l'avantage de l'homologation, c'est pour permettre même aux gens qui sont donateurs, comme l'ONU et autres, de pouvoir acheter et faire des dons au niveau des pays qui n'ont pas accès à ces vaccins. D'accord, ok. Donc il va falloir de l'aide parce qu'il faut aussi les chambres de stockage pour pouvoir garder le vaccin éventuellement quand il sera là. Toujours dans la même dynamique, moi j'aimerais poser la question à Monsieur Touré en tout ce qui concerne cette pandémie-là et la situation actuelle. Quelle est votre lecture de comment le corps médical sénégalais s'est débrouillé et s'est battu et continue de se battre durant cette pandémie et des chiffres qui ne cessent d'augmenter? Donc, et pour faire une analyse sur cette pandémie, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai 2 rubriques à analyser en termes de peut-être l'engagement de nos personnels de santé. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Vraiment, c'était remarquable de voir véritablement chaque jour des personnels de santé. Parce que moi, j'ai des collègues, par exemple, qui travaillent au niveau des hôpitaux, mais 24 heures sur 24, ils travaillent pour combattre, par exemple, ce virus-là, qui est peut-être une problématique au niveau national. Donc, vraiment, je leur félicite de faire ce travail. Maintenant, autre chose, c'est en ce qui concerne peut-être qu'est-ce qu'on doit faire pour peut-être arrêter ce qu'on appelle ou bien essayer de diminuer ce qu'on appelle la croissance du taux. Donc certainement, il faut privilégier ce qu'on appelle la participation communautaire, c'est-à-dire, je reviens encore pour dire que la gouvernance au niveau local, c'est-à-dire comment on va faire pour essayer de mettre en place des activités à base peut-être au niveau local pour que les populations puissent participer ensemble. Parce que je pense que pour combattre véritablement cette problématique, il va falloir avoir ce qu'on appelle une participation permanente des populations. Une participation permanente des populations. Docteur Diédhiou, vous aussi qui êtes dans le domaine et qui avez sûrement accès à vraiment cette catastrophe, parce que maintenant on parle de situation de catastrophe lorsqu'on observe, catastrophe sanitaire, lorsqu'on observe ce qui se passe à l'hôpital principal, le manque d'oxygène, certaines personnes qui sont justement en situation critique, qui ont vu le virus attaquer leur système respiratoire, n'ont pas forcément accès à l'oxygène et au traitement dont ils ont besoin. Comment est-ce que vous analysez ça? C'est peut-être le tort à nos dirigeants, parce que je sais que la ressource humaine est là, on a des personnes qualifiées, et d'ailleurs nous formons pas mal de personnel de la sous-région, mais ce qu'il faut déplorer au Sénégal, c'est le niveau du système de santé. Nous avons un problème d'administration, nous avons la ressource humaine qui est là, mais un problème d'administration. Donc quand on n'a pas un bon plateau médical, on n'y peut rien. C'est comme vous prenez le meilleur pilote du monde, vous lui donnez un avion sans kérosène, il ne peut pas voler. Donc c'est pareil que nous, on a un bon personnel qui est là, mais pas d'outils de travail parce que nous avons des plateaux médicaux qui ne sont pas élevés. Nous évacuons pas mal de personnel ici pour aller à l'étranger avec le cas de l'étudiant qu'on a fait des quêtes. Et même nos autorités, chaque jour, ils sont là à prendre des avions pour aller peut-être au Maroc ou en Tunisie pour se soigner. Donc la faute revient à nos chefs d'État qui n'occupent pas pratiquement pour relever le plateau technique de nos hôpitaux. Mais ce que je peux dire, on a un personnel qui est qualifié, qui vraiment font un travail qui est vraiment salutaire et que même surtout avec le cas des cas de réanimation que vous parlez tout à l'heure,
Je pense que la réanimation, c'est une chose qui est très sensible. Et avant le Covid, on n'avait pas beaucoup de médecins réanimateurs. Et je pense que d'autres ont été rattrapés pour être formés en cours même de la maladie. Et ça, c'est un risque. C'est un risque. On ne peut pas former une personne 2 semaines pour lui apprendre comment manipuler un appareil qui doit aider une personne à respirer. Et je pense que ça, c'est un problème. Ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de personnes qui entrent en réanimation, la majeure partie vont mourir parce que soit on a un problème d'oxygène, soit on ne sait pas comment manipuler ces appareils. Donc ça, c'est un grand problème. Et je pense que peut-être à l'issue de cette pandémie, l'État pourra revoir sa feuille de route pour pouvoir éventuellement aider à former beaucoup de spécialistes, surtout dans le domaine de la réanimation, mais aussi équiper des hôpitaux. Parce qu'on ne peut pas... Prenons l'exemple de la région de Ziguinchor, qui n'a pas une salle de réanimation, et attendre pendant la Covid pour mettre en place une salle de réanimation. Ça pose problème. Est-ce que cette salle sera fonctionnelle comme il le faut? Est-ce que cette salle va respecter les normes? C'est ça le problème. C'est le système qui a un problème, quoi. C'est le système qui a un problème pour voir que sur le plan matériel, sur le plan ressources humaines, même sur le plan aussi financement, il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que 46% des personnels de santé se concentrent à Dakar. Donc 46% du personnel de santé se concentre à Dakar. Maintenant, peut-être les décideurs, c'est à eux, c'est à l'État de définir une politique stratégique en matière de santé pour faire ce qu'on appelle une partition égale des ressources humaines au plan national, mais aussi revoir son plan de financement de la santé, mais aussi sur le plan même infrastructure, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, au Sénégal, on a combien de CHU? On a 11 CHU, c'est-à-dire 11 centres hospitaliers universitaires. Ces 11 centres-là, les 10 pratiquement, c'est à Dakar. Donc, il n'y a que peut-être Touba qui a ce qu'on appelle un CHU, centre hospitalier universitaire, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Donc, hormis peut-être ces villes-là, Dakar, Thiès, Saint-Louis, bon, les autres, c'est plus ou moins rien. C'est plus ou moins rien. Et oui, en tout cas, merci pour vos analyses et ces informations très pertinentes. On en arrive à la fin de notre émission et j'aimerais terminer par une dernière question à tous les deux. Docteur Diédhiou, est-ce que les Sénégalais devraient se vacciner contre la Covid-19? Bon, cette question, je pense que ce qu'il faut faire comprendre aux gens d'abord, la vaccination, ce n'est pas une chose obligatoire. Même le programme élargi de vaccination, si vous voulez, vous pouvez ne pas vacciner votre enfant. Il n'y a pas un problème. Donc, moi, je vais parler peut-être pour moi personnellement. Je ne suis pas encore prêt à utiliser ce vaccin, mais je ne peux pas inciter les autres à ne pas se faire vacciner. Mais par contre, moi, pour l'instant, je ne vais pas me faire vacciner en attendant de voir la suite des choses. Parfait. Et que d'ailleurs, même s'il faut se vacciner, c'est un vaccin, il faut le faire tous les ans. C'est comme le vaccin de la grippe chaque année, puisque c'est des virus à ARN, c'est des virus qui sont susceptibles à des mutations. Donc, ce qui fait qu'éventuellement, pour avoir une bonne efficacité du vaccin, chaque année, on doit se faire vacciner. Je ne sais pas, est-ce qu'on aura les moyens de se faire vacciner. Même la grippe. Et d'ailleurs, bon, pour appuyer un peu pour attirer l'attention de la population, ce vaccin ne veut pas dire de ne pas avoir le corona. Il ne faut pas que les gens se trompent. La vaccination, c'est un moyen de lutte contre le coronavirus comme le lavage des mains. Mais c'est un outil qui est majeur. C'est comme distanciation physique, lavage des mains, le port de masque, la vaccination. C'est un moyen de lutte contre le Covid. Mais cela ne fait quand on se vaccine, le coronavirus n'existera pas ici au Sénégal. C'est faux. Prenons l'exemple de la grippe. La grippe est tout le temps ici au Sénégal et les gens pourtant se vaccinent contre la grippe. Donc c'est pour attirer l'attention des uns des autres. Donc ensuite pour le port du masque, moi je ne suis pas... Bon, je ne dirais pas... Mais vous pouvez le dire si vous n'êtes pas pour et expliquez-nous. Le masque, je le porte accidentellement parce que les conditions du port de masque ne sont pas réunies ici. C'est-à-dire? Parce qu'un masque, quand on le porte, quand vous le touchez avec la main, c'est pour jeter, mais pas pour le mettre quelque part et le reporter encore. C'est que le ministère, chaque fois, on demande le port de masque. Finalement, le masque est un vecteur de contamination de la maladie. Okay. Parce que quand vous portez votre masque, on vous demande que ça ne dépasse pas 3 heures. Vous demandez pourquoi. Même si le masque est propre, mais ça devient humide. Et que le masque protège celui qui est devant vous contre le corona, mais ne vous protège pas. Parce que vous pouvez aspirer le virus, mais vous ne pouvez pas le projeter à quelqu'un.
Donc, quand le virus est avec vous, vous pouvez l'inhaler, mais vous ne pouvez pas transmettre le virus à quelqu'un. C'est une information. Donc, quand vous touchez le masque, c'est pour le jeter, mais pas pour le mettre à côté et le reporter. Une information de taille, en tout cas, Dr Diedhiou, vraiment, merci beaucoup pour votre franchise et votre professionnalisme. Je réitère la question, Monsieur Touré, est-ce que les Sénégalais doivent se vacciner? Bon, est-ce que les Sénégalais doivent se vacciner? Je pense que ça, c'est une responsabilité individuelle. Mais moi, avant de venir ici, j'avais l'idée de se vacciner. Mais à la sortie de cette émission, je vais encore voir est-ce que je vais me vacciner. Pourquoi? Parce que Dr Diedhiou a dit tout à l'heure que le processus de la fabrication de ce vaccin-là, au moins ça va durer, je ne sais pas, 12 ans. Mais je demande la question, quand est-ce qu'on a commencé à fabriquer ce vaccin? Ça ne fait même pas 1 an. Donc bon, je n'ai pas dit que les Sénégalais, il ne faut pas se vacciner. J'ai dit que c'est une responsabilité individuelle. Mais au regard de ce que Dr Diedhiou a élaboré tout à l'heure, a avancé tout à l'heure, bon, je vais voir, est-ce que je vais me vacciner? On va voir. En tout cas, l'avenir nous le dira très bientôt selon le ministère de la Santé. J'aimerais énormément vous remercier tous les deux pour cette émission dynamique et toutes les informations que vous avez pu nous délivrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idée. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous remercions toute l'équipe technique ainsi que nos invités et vous, chers téléspectateurs. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous prochainement sur ITV.